Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Le Slate VSX, un casque audio pas comme les autres. Attention, va falloir s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer. En plus, on est pile en face de Perceval. Et de sa tête de gland. Non, mais c'est le casque qui fait ça. Faut pas faire attention. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, pensez à partager la vidéo parce que ça fait du bien à la chaîne. Merci d'avance. Ok, commençons par le concept. Le Slate VSX est un casque un peu particulier puisque c'est un casque à modélisation. C'est-à-dire qu'il s'accompagne d'un petit logiciel, un plugin très exactement. Il est censé simuler la sensation d'écoute que l'on peut avoir dans des environnements acoustiques différents, comme des studios de renom, que ce soit des studios de mixage ou de mastering, des véhicules, des casques de renom comme des classiques du genre, des Beyer, des Sony, etc. Et aussi des environnements un peu poucraves, comme des boombox ou même des AirPods Apple. Et puis bien entendu, tant qu'à y être, il y a la modélisation d'un casque linéaire de chez Linéaire, histoire d'avoir une écoute bien analytique. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de permettre à l'utilisateur de mixer en toute confiance avec des environnements acoustiques contrôlés qui seront toujours les mêmes, des environnements idéaux ou moins idéaux, et qui permettent d'éviter la phase de contrôle de mix. C'est-à-dire que quand on mixe, souvent, surtout en situation de studio, à la fin d'un mix, on va contrôler son mix sur différents systèmes de diffusion, donc justement la voiture, différents casques audio, différentes enceintes de monitoring, des systèmes Hi-Fi, etc., etc. Et ben là, ça permet normalement d'éviter tout ce passage-là. Donc sur le papier, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, comme d'habitude, c'est le marketing Slate, donc c'est le meilleur truc du monde, ça tabasse, etc., etc. Je suis pas bien fan de ce type de marketing, mais pour en avoir discuté avec Fabrice Gabriel, le développeur grenoblois qui est à l'origine de beaucoup de produits Slate, apparemment c'est du second degré. Personnellement, je le vois pas, je suis toujours un peu gêné par ce type de communication à l'américaine grandiloquente, mais bon, soit, passons. Le produit est sorti il y a 2 mois, et je vous avoue que j'étais hyper intrigué, parce que sur la toile, il y a beaucoup d'échos qui semblent assez positifs. Et comme personnellement, je suis assez à la recherche de ce genre de choses, je me suis dit, peut-être que ce serait pas mal de le tester. Comme beaucoup, mon studio chez moi, c'est une location. Donc oui, j'ai quelques panneaux acoustiques, surtout pour contrôler mon environnement lorsque je fais des prises de son. Donc mon environnement acoustique est loin d'être top. Donc moralité, comme je disais, quand je fais un mixage, je suis obligé après de le contrôler un peu de partout. Je le contrôle aussi avec des casques que j'ai. Par exemple, mon bon vieux DT770 Beyer, que j'utilise beaucoup, pour les prises comme pour un peu de mixage, surtout de l'editing. Parce que justement, voilà, en situation de mixage, j'aime pas mixer au casque. J'aime pas mixer au casque, on n'a pas les sensations que ça peut rentrer dans une pièce. Et puis surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que si je mixe sur des enceintes dans un environnement où l'acoustique est chouette, eh bien ça se transcrira bien pour une écoute au casque. Alors que quand je mixe uniquement au casque, ça sortira pas forcément bien sur des enceintes. Il y a aussi mon Sony MDR 7506 que j'aime beaucoup et qui me sert aussi également pour de l'editing ou du contrôle, surtout dans le haut du spectre. Mais encore une fois, si je mixe que là-dedans, je suis pas sûr de moi et en règle générale, voilà, le résultat, il est pas efficace. Je suis obligé justement de contrôler ailleurs. Et donc avec mon environnement acoustique loin d'être idéal et ces 2 casques, et puis en écoutant chez des amis ou dans une voiture ou des choses comme ça, au bout d'un moment, j'arrive à quelque chose de correct. Mais ça demande quand même pas mal d'allers-retours, ce qui est un peu relou. Du coup, le VSX, j'ai voulu savoir ce que c'était, je l'ai commandé, je me suis dit que dans le pire des cas, je le renverrai si ça marchait pas. Ça fait 1 semaine que je l'ai, au cumul, j'ai dû passer à peu près 24 heures à bosser avec le casque, et je vais vous faire un petit compte-rendu. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux l'ont vu, c'était ça qu'il y avait dans la boîte. Cette grosse boîte noire, bien classe, renferme donc le VSX. Mais c'est un peu grand, quoi. En fait, niveau écologie, c'est un peu moyen, parce que honnêtement, on pourrait au moins diminuer le truc de moitié, parce qu'à l'intérieur, il y a une grosse mousse comme ça, où il y a le casque, et puis il y a la housse de transport juste en dessous. Alors la housse de transport qui est super cool, on peut mettre le casque donc, et à l'intérieur, il y a le câble, etc. Donc c'est cool, mais on aurait pu se contenter de ça, en fait. Dans un carton, un peu emballé, et puis voilà, pourquoi un gros carton comme ça. Donc le casque. J'ai été assez surpris parce que il est léger, donc ça c'est plutôt agréable pour des longues sessions d'écoute, mais il a l'air
l'arceau a l'air solide et il fait pas aussi cheap que sur les photos. Donc, non, c'est un beau produit. Donc, il se replie comme ça pour pouvoir le mettre dans la housse de transport. Le seul petit point qui me semble un peu fragile, c'est ces petits trucs de réglage là, à voir sur la durée. Le câble est détachable du casque, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, le câble c'est ça, c'est tout fin, c'est du câble tressé. C'est pas qu'il a pas l'air solide ou quoi que ce soit, mais moi les câbles, je préfère des câbles qui sont entortillés pour la bonne et simple raison que des fois quand on mixe et qu'on travaille pendant des heures et des heures, il arrive qu'on fasse un faux mouvement ou que on se rende plus compte qu'on a un casque. Et donc du coup on se déplace, et avec un casque entortillé, quand ça tire, on a encore un peu de la marge et on se rend compte qu'on a un casque. Donc on fait pas de bêtises. Avec ça, quand ça tire, c'est déjà trop tard. L'autre point qui est un peu relou selon moi, c'est l'adaptateur jack 635 qui est clippable et pas vissable. Donc ça a l'air solide, hein, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours préféré les vissables. J'ai l'impression qu'on peut moins les perdre, que ça tient mieux. Bon, c'est un détail. Hein. À l'usage, donc, c'est vraiment, il est vraiment confortable. Donc ça, c'est cool pour les longues sessions. Et si on l'utilise comme ça sans le logiciel, l'écoute est plutôt pas mal aussi. C'est un bon casque, mais ceci dit, je préfère quand même mon DT770 par exemple. Et puis surtout, là pour le coup, sans le logiciel, c'est quand même pas un casque à 500 balles, quoi. C'est pas l'équivalent d'un casque à 500 balles sans le logiciel. Ça, c'est clair et net. Bon, après, il y a le petit côté kitsch avec les trucs bien 80s, mais c'est des autocollants, on peut les enlever hein, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'honnêtement, je me voyais pas me balader avec ça. C'est un détail, hein. Mais bon. Parlons maintenant du logiciel et commençons par l'installation. Alors l'installation, honnêtement, elle est relou. Elle est hyper relou. C'est pas compliqué, hein, mais c'est relou. Il faut d'abord aller sur le site de Slate, se connecter à son compte ou en créer un si on n'en a pas un. Une fois qu'on est là, on tape un petit code qui est inscrit sur la boîte et sur le casque. On tape donc le code fourni. Là, ça nous demande à quel magasin on l'a acheté. Apparemment, c'est important pour pouvoir contrôler sûrement que c'est bien un achat légitime. Ensuite, il faut entrer son identifiant iLock. Ouais, parce que pour utiliser le logiciel avec le casque, il faut un compte iLock. Faut pas forcément le dongle physique parce qu'on peut faire une autorisation liée à l'ordinateur, mais il faut un compte iLock. Donc, soit avec dongle, soit lié à l'ordinateur. Par contre, le cloud iLock, non. Allez comprendre. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est pas fini. Il faut télécharger le Steven Slate Audio Center, 150 mégas quand même. Une fois le logiciel installé, on le lance. Il faut se reconnecter à son compte Steven Slate. Et là, il faut lancer le téléchargement de l'installeur du plugin. Et rebelote, 500 mégas dans la face. Une fois l'installeur téléchargé, il faut le lancer. Et là, mauvaise surprise, on n'a pas le choix des formats de plugins qu'on veut installer. C'est-à-dire que par exemple pour moi sur Mac, il y a le format Audio Unit, le format VST, le format AX. Il était censé d'ailleurs avoir le format VST3, mais il n'y est pas. Je lance l'installation, et tous ces formats-là s'installent, alors qu'en réalité, moi personnellement, j'utilise que le format VST. Hein. Donc j'ai pas besoin du tout le reste, ça prend de l'espace inutile sur mon disque dur. Honnêtement, des trucs comme ça, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Bref, on passe au plugin. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas de version standalone. C'est dommage, mais on en reparlera. À l'ouverture, un truc plutôt cool, il y a un tuto qui vous explique comment fonctionne le plugin. Il vous explique aussi comment bien mettre le casque, ce qui a l'air bête mais peut être important, enfin même est très important. Et puis on se retrouve face au plugin. Alors l'interface graphique, elle est jolie, hein, mais elle est prise à 80% par des trucs totalement inutiles lors de l'utilisation. Une belle image du lieu qui est simulé. Ok, c'est cool, mais moi ça me sert pas quoi, en définitive. Bon, et puis le plugin n'est évidemment pas redimensionnable, ce qui est pour moi incompréhensible de nos jours. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que les infographistes de chez Slate, pour la publicité sur la page du site, montrent le plugin en plein écran sur un portable. Ah ben, c'est juste un gros fake en fait. Bien joué les mecs. Passons. Le centre de l'interface, je suis un peu mauvaise langue en fait, il sert quand même pour naviguer au sein des différentes possibilités d'espace acoustique simulé. Mais bon, dans une utilisation normale, on va pas se servir de ça tous les 4 matins. Surtout qu'il y a la possibilité d'enregistrer les favoris, donc du coup... D'ailleurs, à propos des favoris, c'est sympa, hein, mais seulement ça rappelle que la pièce sélectionnée avec le type d'enceinte sélectionné. Mais les autres réglages qu'on va voir, donc comme depth et EQ et des choses comme ça, c'est pas sauvegardé avec. Ça, c'est dommage, je trouve.
Dans les points positifs, il y a quand même une option qui est très intéressante. Ce type de plugin s'utilise donc pour écouter l'ensemble de votre mix. Du coup, soit vous avez un bus control room, comme c'est le cas dans Cubase, ou un moniteur FX, comme dans Reaper, ou des trucs comme ça, et vous le mettez là, comme ça quand vous exportez votre mix, il n'est pas affecté par ce type de traitement, parce qu'évidemment, il ne faut pas intégrer la simulation à votre mixage, sinon le résultat sera catastrophique. Mais en fait, là où c'est cool, c'est qu'ils ont prévu le truc. Et il y a une option qui est cochée de base, qui fait que le plugin se bypass tout seul, automatiquement, lors de l'export. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Donc si vous n'avez pas de bus dédié à l'écoute, control room ou des choses comme ça, vous glissez le plugin sur votre bus master, en toute fin de chaîne, pour pouvoir entendre tous les traitements que vous avez mis sur votre bus master. Et lorsque vous exportez, pas besoin de vous embêter à penser à devoir bypasser le plugin ou à l'enlever, ça se fait tout seul. Donc ça, chapeau bas. Bon, voyons les autres réglages, en partant du bas à gauche. C'est la gauche ? Ouais, c'est la gauche. Il va y avoir du boulot au montage. En premier, il y a le Level Match Bypass. Ce dernier permet de bypasser le traitement de la modélisation acoustique du plugin en gardant la même sensation de volume sonore perçu. Il y a un petit potard pour adapter le gain éventuellement. Et alors, très important, il faut utiliser ce bypass-là. Pour la bonne et simple raison que le plugin, pour fonctionner, joue sur la dynamique. Et donc, il grossit la dynamique du signal. Moralité, si vous utilisez le bypass de votre logiciel à la place de celui-ci, vous allez avoir un saut de volume assez démentiel qui risque de vous fracasser les oreilles. Personnellement, j'ai fait des tests, ça peut aller jusqu'à 9 dB de différence. 9 dB d'un coup dans les oreilles en plus, ça peut faire mal. Donc, vaut mieux utiliser celui-là. En plus, quand on utilise ce bypass, la simulation est coupée, il n'y a plus d'environnement acoustique, ça devient un casque normal, mais ça devient un casque linéaire, absolument linéaire, donc pour une écoute analytique. C'est vraiment chouette. C'est une super option, mais il faut vraiment garder ça à l'esprit. Il faut faire attention parce que ce coup des 9 dB, ça peut être dangereux. Bon, ensuite, il y a le réglage Depth, qui permet, comme son nom l'indique, de gérer la profondeur de l'espace acoustique simulé. C'est-à-dire que plus vous tournez vers la gauche, plus l'image sonore sera proche de vous. Inversement, plus vous tournez vers la droite, plus la scène sonore s'éloignera de vous. C'est une option qui est vraiment chouette. Malheureusement, comme je vous le disais, elle n'est pas sauvegardée avec les favoris. Donc on ne peut pas avoir par exemple plusieurs fois le même lieu avec la même enceinte et des réglages différents de depth mémorisés. Il faudra à chaque fois régler soi-même le depth. C'est dommage. Ensuite, au centre, s'affichent les différentes options offertes par l'environnement acoustique simulé. Donc par exemple, dans un studio, ce sera le choix entre les écoutes de proximité ou les écoutes midfield ou les écoutes éloignées. Pour les casques, par exemple, pour la simulation de mon casque DT770, ça permet de choisir entre la version 80 ohms ou 250 ohms. Pour les AirPods, c'est soit les AirPods filaires, soit les AirPods wireless. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, en bas à droite, il y a tout d'abord un EQ qui permet d'ajuster sensiblement à votre goût la réponse en fréquence de l'environnement simulé. Bon, personnellement, je ne l'ai pas utilisé parce que je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Et puis enfin, en dessous, il y a le réglage de volume de sortie générale avec un petit vumètre. Bon, pour résumer, c'est plutôt pas mal. Hormis l'interface pas redimensionnable, et puis l'immense part prise par la représentation graphique, à peu près inutile 95% du temps. Mais sinon, c'est chouette. Il y a quand même un truc que je vous ai pas dit et qui est hyper relou. Rien n'est pilotable par MIDI. Je répète, rien n'est pilotable par MIDI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès que vous voulez utiliser le plugin, passer d'un favori à un autre, des choses comme ça, modifier le réglage depth, mais ne serait-ce que juste passer d'un favori à un autre, vous êtes obligé d'ouvrir l'interface du plugin et de le faire à la souris. Et honnêtement, ça, c'est relou. Parce que du coup, le plugin ne se fait pas oublier. Pour un workflow plus fluide, ça aurait été cool d'avoir la possibilité de piloter tout ça par MIDI. Comme ça, on n'aurait pas à ouvrir l'interface à chaque fois. Allez, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, pour commencer, moi, comme je suis un petit coquinou, le premier truc que j'ai testé, c'est la simulation du casque que j'avais. J'ai testé la simulation du DT770 250 ohms. Et honnêtement, c'est flippant. C'est vraiment... Alors bon, le mien est un peu plus vieux, donc il y a l'usure, il y a des choses comme ça, mais on sent vraiment que c'est le même esprit. Les différences qu'il y a entre l'écoute avec mon DT770 et la simulation du DT70 par le casque Slate, à mon avis, c'est exactement la même différence que passer entre un DT770 à un autre DT770. Du coup, bravo. Après ça, je suis évidemment passé au premier studio, le NRG. J'ai écouté les Nearfield. Ouais, j'étais pas moyen.
Après, j'ai compris pourquoi. Dans ce studio, le Nearfield, c'est des NS10 couplés à un sub. Et moi, perso, j'ai jamais aimé ça, les NS10 couplés à des subs, donc du coup, c'est un peu logique que j'ai pas aimé. Je suis donc très vite passé au midfield, et là, grosse claquasse. J'avais vraiment l'impression d'être dans une pièce. C'était hyper flippant parce que du coup, le son, par contre, quand on bouge la tête, il suit pas. Donc, on a l'impression d'être dans une pièce, sauf qu'on l'est pas, c'est une écoute au casque. Et là, vraiment, waouh, je suis passé aux écoutes distantes, et là aussi, super travail. Évidemment, on n'a pas la sensation physique de la basse qui cogne, mais on a quand même cette sensation de basse qui se dépasse dans l'espace. Mais on a quand même cette sensation de basse qui se déplace dans l'espace, ça c'est hyper bluffant. Et comme je suis toujours un petit rigolo, dès que j'ai entendu ça, juste avec le NRG, je me suis dit, qu'est-ce que ça donne si j'utilise pas le casque de Slate? Donc j'ai utilisé mon DT770. Là, en fait, ce que j'ai entendu, c'est comme avec d'autres plugins qui existaient déjà, une simulation de pièces que j'écoutais au casque. Alors qu'avec le casque de Slate, j'ai pas l'impression d'avoir un casque. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est assez difficile à décrire en fait. Avec le DT770, le mien, et le plugin, j'entends une simulation de pièces au casque, alors qu'avec le VSX, je suis dans la pièce. Au passage, évidemment que j'ai essayé aussi d'écouter le plugin sur mes enceintes de monitoring, sans passer par un casque. Ça n'a aucun intérêt, ça ne sonne pas. Next. Mais revenons-en à nos moutons. Après le NRG, je suis passé au studio Archon. C'est un studio qui est plus dry, il y a moins de sons d'ambiance, il y a moins de sons de pièces, mais il y a quand même une belle sensation d'espace. Et là, les écoutes de proximité sont vraiment hyper chouettes. Il y a une belle image stéréo, un haut du spectre précis, donc pour travailler, c'est vraiment agréable. Et la retranscription de la dynamique est vraiment intéressante. Bon, après, je vais pas tous vous les faire, je vous ai fait ces deux-là parce que vraiment, je les trouve super. Pour moi, entre le Nearfield Archon et le Midfield et Farfield de NRG, moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je vais quand même vous parler brièvement du reste. Je vous ai déjà parlé de la simulation de DT770 qui est hyper fidèle à mon avis. La simulation de Boombox et la simulation d'écoute dans un club, c'est intéressant, mais en tout cas pour ce que je fais moi, voilà, pas plus que ça. J'ai pas été convaincu par l'écoute simulant les AirPods Apple, donc que ce soit les filaires ou les AirPods wireless. J'ai les deux. Je pense que ça vient du fait qu'on n'a pas la sensation dans les oreilles. Parce qu'en fait, ces écouteurs d'Apple, c'est pas des intras, mais ils rentrent quand même dans l'oreille. Et ça fait une différence. Et là, ouais, vaguement, mais pas plus que ça. Pour les écoutes dans les voitures, j'ai pas été hyper convaincu, mais en même temps, je pense que c'est normal. Déjà parce que les voitures simulées, c'est un SUV et une Tesla. J'ai jamais roulé dans des bagnoles comme ça, encore moins vérifié les mix dans des voitures comme ça, donc c'est normal que ça ne me parle pas. En plus, l'intérêt pour moi me semble limité dans le sens où quand on écoute en voiture, on n'est pas centré. On est d'un côté ou de l'autre, soit conducteur, soit passager en règle générale. Et donc du coup, là, ça fonctionne pas vraiment. Et puis bon, l'intérêt de vérifier son mix dans une voiture, c'est avant tout parce qu'on connaît le son de sa propre voiture. Moi, personnellement, quand je contrôlais mes mix dans ma vieille 205 quand j'étais minot, ou plus récemment avant que je devienne piéton dans mon Audi, avec un système son Alpine des années 90, je connaissais le truc, mais par cœur, parce que j'avais fait des bornes, et que du coup, j'avais écouté des heures et des heures de musique sur ce système. Donc je le connaissais par cœur. Là, ces systèmes-là, je les connais pas, donc ça me parle pas. À l'usage, éventuellement, si je passe du temps avec ces systèmes, je finirai peut-être par m'y habituer. Il y aura toujours le problème du centrage, ceci dit. Mais on verra. Pour l'instant, pas convaincu. Je vous l'ai déjà dit, par contre, un truc qui est tip-top, c'est l'écoute linéaire, quand c'est sur le modèle HD linéaire, où ça rend le casque complètement linéaire, hyper analytique. C'est précis, c'est très très intéressant. Alors ça simule pas une pièce, ça simule un casque, mais un casque linéaire, c'est hyper agréable. J'ai eu l'occasion de tester le système SonarWorks qui est censé rendre linéaire les casques audio, en utilisant bien entendu le preset prévu pour mon modèle de casque, même si c'était pas mesuré sur mon casque à moi, mais sur un modèle générique de ce casque. Et j'étais resté un peu sur ma faim. Je sais pas, il y avait quelque chose que je trouvais pas naturel, pas tip-top, et je sentais que le casque et le logiciel travaillaient pas ensemble, ils se battaient l'un contre l'autre. Là, le casque et le soft sont faits par la même personne, ils maîtrisent un peu à la Apple. Ils ont la main sur le hardware et sur le software. Du coup, tout travaille ensemble et ça se sent. Il y a quand même un manque dans tout ça.
il n'y a pas de possibilité de switcher l'écoute en mono. Alors, vous me direz, ouais, mais c'est possible de faire ça à l'intérieur de ton séquenceur. Eh ben non, c'est pas pareil. C'est pas ce que j'appelle du true mono, parce que le true mono, le véritable mono, c'est quand c'est diffusé par un seul point d'écoute, une seule enceinte. Or là, ça simule la diffusion, certes d'un signal mono si je dis à mon séquenceur de diffuser en mono, mais ça simule la diffusion par 2 points, par 2 enceintes. Donc c'est pas pareil. J'aurais aimé avoir, comme on peut trouver dans beaucoup de studios par exemple, une modélisation d'une petite Auratone, vous savez les petites enceintes carrées là, comme ça, une seule, placée au centre. Là, ça aurait été du vrai mono et un bon truc d'écoute. Donc j'espère qu'un de ces 4, ils vont rajouter ça, parce que ça me manque. Bon, tout ça c'est bien joli, mais dans les faits, à l'usage, qu'est-ce que ça donne? Comme je vous l'ai dit, j'ai passé grosso modo, tout au long de la semaine, depuis que je l'ai reçu, au total à peu près 24 heures avec le casque sur les oreilles. Ça commence à être pas mal. J'ai commencé comme d'habitude quand j'arrive dans un nouvel environnement, donc que ce soit un nouvel appartement parce que j'ai déménagé, dans un studio pour mixer et que je connais pas. Je commence par écouter mon CD de musique de référence qui comprend des musiques que je connais par cœur de chez par cœur, donc il y a des vieux Radiohead, il y a du Buckley, il y a des trucs qui tapent un peu plus, il y a des mix que j'ai fait moi aussi, mais que je connais vraiment sur le bout des doigts, comme ça me permet de m'habituer aux lieux, parce que ça simule des lieux, donc il faut prendre le temps de s'y habituer. Mine de rien, il y a une coloration, même si c'est des lieux qui sont très bien étudiés, ils ont quand même une vibe. Donc il faut s'y habituer à ce truc-là. Donc j'ai commencé par ça, j'ai fait 1 heure d'écoute à peu près. Ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai un petit logiciel qui me permet de faire des quiz d'égalisation. C'est-à-dire que grosso modo, ça me booste telle ou telle fréquence, et moi je dois deviner la fréquence avec combien de dB, avec quel facteur Q, etc., etc. Donc là aussi, ça aide à apprivoiser le lieu, là en l'occurrence le lieu virtuel, mais ça permet de se l'accaparer, de le faire sien, pour pouvoir bosser en confiance après. Une fois que j'ai fait tout ça, je me suis attaqué à un mix. J'ai fait ce mixage en utilisant principalement la salle NRG Midfield que je trouve vraiment fantastique et le studio Archon en écoute de proximité. Ensuite, j'ai vérifié tout ça avec la modélisation de mon casque DT770 et puis j'ai fait un bounce et puis je suis parti du coup vérifier si mon mix était bien retranscrit sur différents systèmes d'écoute, comme je fais d'habitude en fait. Et en général, quand je mixe avec mes écoutes et avec mon casque, même si je connais tout ça sur le bout des doigts, après écoute, pour vérifier un peu de partout, j'ai toujours plus ou moins des retouches à faire. Là, j'ai vérifié, j'ai écouté sur mon iPhone, j'ai écouté sur mon ordinateur portable, j'ai écouté donc évidemment sur mes écoutes, j'ai écouté chez des amis, bref, sur divers systèmes de diffusion, et ça passait, mais toujours nickel. Honnêtement, je suis bluffé. Pour ma façon de travailler, ça me convient parfaitement. Et en plus, pour ne rien gâcher, j'ai trouvé ça vraiment agréable de mixer avec ce casque. Bon, ok, tout ça, c'est cool, mais c'est mon avis à moi. Je me suis posé la question, comment je pourrais vous faire sentir la différence? Il se trouve que le mix sur lequel je bossais, je peux pas vous le faire écouter pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas officiellement sorti. D'ailleurs, il n'est pas encore passé au stade du mastering. Donc, comment essayer de vous faire sentir la chose? C'est pas évident, mais j'ai eu une idée. Il se trouve qu'il y a quelques années de ça, je bossais sur une pré-prod d'un titre à moi, et pour le faire écouter à quelqu'un, j'ai dû le mettre sur YouTube. Donc, j'ai fait un mastering à la va-vite, parce que c'était qu'une pré-prod, c'est pas un vrai mixage. Mais j'ai fait un mastering à la va-vite pour que ce soit diffusé à peu près correctement par YouTube, en respectant les normes, etc., etc. Et je me suis dit, ça fait quelques années, je me souviens pas exactement de ce que j'ai fait sur ce master. Donc, j'ai repris le mix source de ma pré-prod, et j'ai refait un master avec le VSX sur les oreilles. Et je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter la source nue, donc la pré-prod. Je vais vous faire écouter aussi la version masterisée il y a quelques temps de ça. Et bien entendu, la version masterisée pas plus tard qu'hier, avec le VSX. Le petit truc, c'est que je vais pas vous dire qui est qui. Ce sera à vous de deviner. Ça vous tente? Allez. It's gonna
Personnellement, je sais lequel je préfère, mais je vais rien vous dire pour l'instant, je vais vous laisser deviner. Si vous voulez d'ailleurs laisser votre réponse dans les commentaires de cette vidéo, ce serait cool, et je vous donnerai bien entendu la réponse dans quelques jours à l'occasion d'une autre vidéo. Bon ok, maintenant il est temps de faire un petit bilan de tout ça. Pour bosser chez soi, est-ce que c'est cool? Ah ben, ouais, c'est hyper cool. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé des trucs. J'ai essayé les systèmes de correction d'enceinte Arc d'ICAM Multimédia, SonarWorks aussi. C'est pas mal, mais c'est toujours quelque chose qui se bat contre quelque chose. Plus tu corriges ton enceinte, plus ta pièce, elle répond différemment. Enfin, ça fonctionne pas de concert. Ça se bat l'un contre l'autre. Donc, ça a forcément ses limites. J'ai essayé aussi des corrections pour casque, pour les rendre linéaires. Et là, c'est pareil. Il y a un petit problème, c'est que c'est pas spécifiquement adapté à mon casque, à moi. Évidemment, il y en a qui proposent ça. Il faut envoyer son casque, ou alors directement leur acheter un casque. Mais bon, ce qu'ils offrent, ben, mine de rien, c'est pas donné, et c'est que pour un casque, quoi. J'ai également essayé des simulations d'environnement acoustique, style can opener, ou des choses comme ça. Ben, on sent qu'on est dans une écoute au casque, où il y a une pièce simulée. Ça se sent. Alors que là, ben là, ça passe nickel. Je l'ai acheté, hein, le truc, hein. Je suis pas payé pour vous dire du bien du machin. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai quelques griefs. Le truc, je l'ai payé 500 balles. Je m'étais dit, dans le pire des cas, tu le renverras. J'ai essayé, honnêtement, pour bosser chez moi, c'est juste tip top. Si vous êtes comme moi, que vous voulez faire du travail sérieusement, mais que vous êtes en location ou que pour des raisons XY, vous n'avez pas la place de faire du traitement acoustique, ou si vous n'avez pas les moyens d'avoir une super paire d'enceintes avec le traitement acoustique qui va avec, parce que mine de rien, le prix monte très vite, ben voilà, ce truc-là, ça fonctionne. Ok, c'est 500 balles, mais vaut mieux mettre 500 balles là-dedans que 500 balles dans une petite paire d'enceintes et sans traitement. Après, je reprends mes petites notes parce que j'ai quand même plein de remarques à faire. Alors, quand il s'agit de travailler ailleurs, pour aller travailler par exemple dans un autre studio, ça peut être intéressant, mais c'est assez contraignant finalement, parce que déjà, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se balade avec une autorisation sur une clé iLock. Ensuite, il faut arriver dans un studio où ils vous autorisent à installer un plugin sur leur ordi, ce qui n'est pas forcément évident. Donc bon, ouais, ça peut être intéressant, mais c'est relou. Ensuite, en situation de mobilité. Ouais, en situation de mobilité, c'est super cool, parce que finalement, qu'on soit sur sa station principale chez soi ou qu'on soit ailleurs avec un petit laptop, on a toujours le même environnement d'écoute. Une fois qu'on est habitué à cet environnement d'écoute, bah, il bougera pas. Il bougera pas, donc on peut avoir confiance en soi, on peut travailler vraiment en confiance, et ça c'est chouette. Mais, parce qu'il y a un mais, ceux qui travaillent fréquemment en extérieur le savent, travailler en extérieur, bah, ça veut dire des fois de la casse, des fois du vol, des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? On perd 500 balles. Parce que pour l'instant, que je sache, on ne peut pas acheter juste le casque. On ne peut pas acheter un casque de remplacement. Première chose. Donc s'il faut reclaquer 500 balles pour le couple casque plus software, ça fait un peu mal quand même. Alors que quand je me balade avec mon DT770 ou mon petit Sony, bah, si je le pète, ok, c'est relou, ça me fait suer. Mais c'est pas le même prix. Le Sony, c'est 100 balles. Le Bayer, c'est 120 balles. Donc bon, c'est quand même pas la même. En plus, il faut savoir que si je travaille dans une grande ville, par exemple, mon DT ou mon Sony, c'est possible que je le trouve en stock dans un magasin. Et dans le pire des cas, je le commande sur le web, et dans les 24 heures, je peux me les faire livrer. Alors que là, pour l'instant, le VSX, bah, il n'est pas vendu partout. Très loin de là. En France, il est vendu que dans un seul magasin. Sinon, il faut aller sur un célèbre site allemand de vente par correspondance que je ne nommerai pas pour pouvoir le commander. Il n'y a que, à ma connaissance, ces deux endroits-là où on peut le choper en France. Donc ça, c'est problématique. Surtout qu'en plus, en ce moment, c'est à flux tendu. Donc on oublie la livraison en 24 heures. Et moi, pendant ce temps, je fais quoi? Je retravaille avec autre chose? Oui, je peux retravailler avec autre chose. Mais du coup, c'est quand même un facteur limitant. Moi, j'aime bien, quand je travaille en extérieur, j'aime travailler avec des outils où je suis quasi sûr de pouvoir les trouver hyper facilement et hyper rapidement, au cas où, parce qu'on sait jamais. Et que du coup, ça me fout pas dans la panade par rapport au prod. Là, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, à ce propos, les pièces détachées, pour l'instant, à ma connaissance, ça n'existe pas. Or, il se trouve que les coussinets, les mousses, c'est des choses qui s'usent. Notamment si vous êtes comme moi, souvent pas hyper bien rasé de près, bah du coup, les mousses peuvent s'abîmer très vite. Or, le marketing du produit dit justement que ces mousses, elles sont prévues exprès pour le casque. Et je veux bien le croire que ça joue, évidemment, sur l'acoustique du casque. Donc, il faut des mousses prévues pour. Où c'est qu'on les trouve? Au passage, c'est pareil pour le câble. Certes, il est détachable, mais où c'est qu'on le trouve? Et il a été prévu pour, apparemment. Encore une fois, où c'est qu'on le trouve? Et en ce qui concerne la revente, c'est évoqué nulle part. Comment ça se passe? Parce que, ok, on peut vendre le casque, mais il faut vendre le soft avec. Au niveau du transfert de licence, pour l'instant, il n'y a rien d'expliqué.
Bref, tous ces points méritent quand même quelques éclaircissements. Ah, au fait, pour revenir sur quelque chose de positif, un point que j'allais oublier. Il y a un petit truc auquel on pense pas, mais qui peut être hyper intéressant, c'est que si on bosse à plusieurs sur un même projet, avec ce type de casque, on peut être sûr que l'autre entendra exactement ce qu'on entend chez soi. Ça, mine de rien, ça peut être hyper utile. Passons à la conclusion. Je sais, j'ai été un peu long, mais il me semblait que tous ces points étaient importants à soulever. Personnellement, je trouve le produit hyper réussi et je vais le garder. Je vais le garder, clairement je vais le garder. Même si tout n'est pas rose. Parce que mine de rien, tous les points négatifs que j'ai pu soulever peuvent être réglés. Pour tout ce qui est du rachat en cas de casse ou de vol, des pièces détachées, tout ça c'est réglable. Et relativement simplement finalement. Donc il n'y a peut-être pas à stresser pour ça. Les autres points sont corrigeables via des mises à jour logicielles. Le coût de l'interface paradimensionnable, l'amélioration du processus d'installation, le rajout d'un mode true mono, l'ajout d'enceintes comme les Oratones, le support MIDI, qui est ça, c'est hyper important. S'il vous plaît, le support MIDI. Le VST3, un truc qui serait vraiment hyper cool, c'est le mode standalone, parce que là, on peut faire des bricoles sous Mac. Sous Windows, c'est encore un peu plus compliqué, mais c'est pas natif, quoi. Ce serait cool qu'ils proposent une solution efficace, facile à mettre en place, parce que mine de rien, ce qui est très important avec ce type de matériel, c'est de s'y habituer. Donc il faut écouter de la musique fréquemment là-dessus. Une version standalone, ce serait cool. Une version pour mobile aussi, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Alors je dis pas d'aller écouter dans la rue ou des choses comme ça, mais quand on se pose tranquillou dans son canapé, ce serait cool de pouvoir sortir son téléphone ou sa tablette, de brancher le casque et d'écouter avec les pièces qu'on a envie de connaître et de s'approprier, sans être vissé sur sa chaise devant son ordinateur. Ce serait tellement plus confortable. Bref, il y a des trucs à faire, mais je le garde, parce que je pense que ça va me servir, et j'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur achat que j'ai pu faire en 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai essayé de faire au plus court. C'est long. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la réponse au quiz. J'espère que vous participerez dans les commentaires. Et puis voilà, sur ce... à plus.